Alors ça y est, on a le calendrier et même quelques précisions sur les modalités de cette grosse introduction. Il n'y a pas eu de privatisation pour les particuliers depuis maintenant quasiment 15 ans. Privatisation donc de la Française des Jeux qui sera lancée, roulement de tambour, le 7 novembre jusqu'au 20 novembre. Les particuliers pourront éventuellement souscrire. Tiens, est-ce qu'il faut souscrire ou pas? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Pour la petite histoire, c'est vrai que ça fait 15 ans depuis EDF qui n'a pas laissé des souvenirs exceptionnels aux 5 millions, je crois, 5 millions de Français qui avaient souscrit à EDF. Cours divisé par 3, ça donne pas effectivement pour ceux qui ne connaissaient pas la bourse. Ça a été multiplié par 3 aussi à un moment. Oui. Donc ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas rester trop longtemps. Il y a un moment, quand on a doublé sa mise, parfois, il faut savoir prendre ses bénéfices. On referme la parenthèse. Voilà. Donc là, pour le coup, ça y est, la troisième tentative sera la bonne pour la Française des Jeux. Parce que d'autres gouvernements avaient tenté avant, oui, en se cassant le nez. Le gouvernement Fillon, peut avoir pas de chance, c'est tombé en pleine crise des subprimes. C'était à l'automne 2008. Bon, on se souvient que c'était pas très favorable. Ensuite, Hollande avait tenté de pousser la privatisation. Ça a été torpillé par Christian Eckert. Qui était contre pour une histoire d'addiction au jeu, hein, c'est ça? Exactement. Et on nous ressort le même argument aujourd'hui pour dire faut pas le faire. Voilà. Bon, cet argument-là a été balayé par la loi Pacte, hein, donc c'est bon. Donc on est bien, on est tranquille. Oui. Le gouvernement l'a compris, fait tout pour que ce soit, encore une fois, un succès populaire. Et là, on a vu les conditions, hier dans le JDD, des conditions spécifiques pour les particuliers qui sont prévues, une action gratuite pour 10 actions achetées si on les conserve 18 mois et une décote de 2% pour les particuliers. Ça rembourse les frais. Sur cette prix, on se dit que ces conditions sont avantageuses ou c'est l'épaisseur du trait? C'est avantageux. Bon, une action gratuite non, mais une action gratuite au bout de 18 mois, ça vous assure un rendement de 7%. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que pour qu'une introduction en bourse soit un succès, il ne faut pas que la valorisation, donc que le jour de l'introduction, ce jour J, là, le cours de l'action monte, il ne faut pas que l'action soit, en termes de valorisation, que la valeur retenue ne soit pas trop élevée. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On sait ou on ne sait pas? Parce que tout ce qu'on sait, c'est une boîte qui va bien aujourd'hui. Même très bien. Il n'y a pas de dette, ça crache de l'argent, c'est en croissance. Alors là, le gouvernement ne prend pas de risque. Il ne s'avance pas sur un montant minimum de recettes de cette privatisation. Ce n'est pas le billion, c'est-à-dire 1 milliard. C'est ce qu'avait dit pourtant Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, en disant qu'il y avait 1 milliard dans cette opération pour le gouvernement. Ça sera dans ces eaux-là, mais le gouvernement ne s'est même pas engagé à ce que ça fasse au moins 1 milliard ou 995 millions. Enfin, ma question sur la valo est intéressante, Philippe, parce qu'encore une fois, c'est plus le gouvernement est gourmand et veut rentrer et veut une valorisation élevée et faire rentrer un maximum d'argent. Moi, c'est favorable aux particuliers. Mais on ne sait pas pour l'instant. N'importe quel analyste fera une règle de 3, un calcul assez évident. FDJ, c'est 1,9 milliard de chiffre d'affaires. Je note 1,9 milliard, donc 1,9 de chiffre d'affaires. Et 325 millions de bénéfices. Et on sait que ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait s'ajuster. Hein. On pourrait très bien envisager une hausse de la profitabilité. Ça, on en parle après. Voilà. Et pour l'instant, alors sur la valorisation, on ne sait pas quel niveau sera retenu, le haut de fourchette, le bas de fourchette, pour que ce soit favorable derrière, encore une fois, pour qu'il y ait du potentiel sur le titre pour les particuliers. De toute façon, je vous dis, avec une action gratuite au bout de 18 mois, la rentabilité, elle est déjà supérieure à celle du marché, donc on est tranquille. À supposer déjà que l'action reste flat sur les 18 mois. Oui, évidemment. Mais après ça, il y a des aléas. À ce moment-là, ça vaut pour toute la cote. Je vois pas. Enfin, pour moi, la Française des Jeux, dans l'état actuel et comme c'est depuis 1976, c'est une quasi-obligation. Pourquoi une obligation ? Ça distribue du revenu régulièrement. Si on modifie pas les règles du jeu et qu'on a cette profitabilité qui est constante ou quasiment, d'ailleurs, avec une marge opérationnelle autour de 20%. Oui, et elle augmente d'ailleurs, puisque en fait les mises vont augmenter de 7% cette année, ce qui est vraiment une très belle année. On va atteindre les 17 milliards de mises, hein, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose où on a de la visibilité. Alors tous les gérants adorent les titres avec de la visibilité. Ils aiment des titres avec du rendement récurrent. Il y a du rendement récurrent. Je dis à tel point que donc c'est l'heure de rendement, c'est pas une valeur de croissance, c'est l'heure de rendement. Pour moi, ça s'apparente effectivement aujourd'hui
aujourd'hui davantage à une bonne obligation. Mais avec une croissance, encore une fois, du chiffre d'affaires de 7% par an, une marge c'est plutôt 4%. Alors, FDJ est peut-être un petit peu plus prudent pour les 4-5 prochaines années. S'ils avaient 4% de hausse, ça leur ira très bien. L'année 2019 est effectivement une année un peu exceptionnelle. On va rappeler que c'est une vache à lait, encore une fois, pour les caisses de l'État. On va faire le lien avec les particuliers parce que peut-être que les actionnaires pourraient s'entendre pour modifier le taux, encore une fois, de retour aux joueurs. Mais aujourd'hui, ce que prélève, encore une fois, l'État, il y a quoi? Il y a les recettes fiscales et sociales. Il y a le milliard, il y aura le milliard en one-shot de la privatisation. Ouais. Mais il n'y aura plus les dividendes qui remonteront chaque année de 90 millions d'euros. Mais il y aura toujours les 3 milliards et quelques, je crois que 3 milliards qu'on appelle ça, de taxes sur les mises, c'est ça, non? Oui, taxes CSG et autres. Alors pour ça, la taxe sur les jeux est assez particulière parce que c'est une taxe bien spécifique et qui est assise d'ailleurs sur le chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices de la Française des Jeux. Attention, c'est une taxe qui frappe directement le... Qui continueront à frapper là, vraiment, il y en a un qui gagne vraiment le gros lot à tous les coups, c'est l'État depuis des années avec ces taxes. Alors, selon les calculs, hein, j'entends d'un côté que c'est 2,6 milliards de recettes. Ouais, ou 3 milliards et demi. Et le gouvernement dit, lui, 3 milliards et demi, on va continuer de les toucher. Bah oui, forcément. Oui. C'est une taxe sur les mises. C'est la taxe sur les mises et c'est l'État qui la touche. Donc, 90 millions par rapport à 2,6 ou par rapport à 3,5, c'est évident que... c'est quelque chose qui est finalement assez marginal. On est en dessous de 5% quelque part hein, de ce que rapporte la Française des Jeux à l'État. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, ce qui pourrait être favorable aux actionnaires, le taux de restitution, encore une fois, des gains aux joueurs? Je ne sais pas de combien il est. 67,5, je crois. Est-ce qu'il pourrait très bien, on peut imaginer qu'il puisse baisser, renégocier pour que ce soit plus favorable aux actionnaires, ou est-ce que c'est du fantasme? Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, plus on augmente le taux de redistribution aux joueurs, plus la participation est forte. Les casinos, les exploitants de casinos connaissent très très bien ce phénomène. Ils savent qu'aux machines à sous, il faudrait distribuer pratiquement 80%. Pour que les gens gagnent plus souvent. Exactement. Ils jouent plus souvent et gagnent plus souvent. Enfin, voilà. Le sentiment de gagner plus souvent. Bon, ça dit, c'est différent parce que dans un casino, quand on scotche quelqu'un devant une machine à sous, plus il y reste longtemps, plus il va consommer au bar. Donc voilà, plus il commande de bière. Ce qui n'est pas le cas de la Française des Jeux. Enfin, grosso modo, un jeu où on gratte et puis 2 fois sur 3 on gagne, voire plus que 2 fois sur 3. Voilà, et ça participe à l'addiction. C'est-à-dire que plus on augmenterait le taux de redistribution, plus on augmenterait le risque d'addiction. C'est bon pour l'actionnaire? Pardon d'oublier de mettre de côté la côté addiction. Parce que ça augmente le chiffre d'affaires quelque part. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux pour l'actionnaire? Baisser le taux de restitution aux joueurs ou l'augmenter? Alors, ce qui vaudrait surtout mieux pour l'actionnaire, c'est que l'État harmonise ou aligne la fiscalité sur les jeux de hasard sur ce qui se pratique dans d'autres pays. Auquel cas, à ce moment-là, la Française des Jeux et les casinos ne seraient plus taxés sur le chiffre, ne seraient plus soumis à la taxation sur le chiffre. Les fameux 3 milliards? Ils seraient taxés sur les bénéfices. Autrement dit que le bénéfice, on peut grosso modo plus ou moins les calculer. Donc, c'est unique en Europe, ces prélèvements qui sont faits sur les mises des joueurs, il y a ça nulle part en Europe. Il y a juste l'impôt sur la société qui est prélevé sur les opérateurs de jeux d'argent. Excusez mon ignorance. Dans la plupart des pays où il y a des casinos, la taxe, c'est l'entreprise qui exploite le casino et est traitée comme une entreprise, elle est taxée sur son bénéfice. En France, on a une taxe spécifique. Alors je ne sais pas si c'est dans d'autres pays européens, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas tant de pays européens qui ont des casinos et qui ne taxent pas classiquement aux impôts sur les bénéfices. Enfin, grosso modo, on sait que la France constitue plus ou moins une exception et qu'il pourrait y avoir un argument dans quelques années de dire « Ah bah… » quand même, la France, on est passé au prélèvement à la source, on a adopté des réglementations européennes, et puis là, on reste tout seul à... Et ça serait une super bonne nouvelle pour le coup, pour la Française des Jeux, pour les actionnaires. Bien sûr, ça serait énorme. Ça serait le jackpot, ça. Ah, ça serait le jackpot. Parce qu'on passerait d'un prélèvement en milliards à une taxation en centaines de millions. Exactement. Bon, et donc on en pense quoi? Alors on se dit, parce que c'est la question qu'on se pose, maintenant qu'on a plus d'informations, on a le calendrier, qu'on a les modalités, on n'a pas la valorisation malheureusement, c'est une bonne affaire ou pas pour les particuliers? Est-ce qu'on souscrit ou pas? Ouais, je dirais qu'il n'y a pas de risque, à mon avis, à souscrire. Bon, le risque, c'est le risque du marché.
Voilà. Bah, c'est une obligation en même temps, vous me dites. Voilà, grosso modo, ça se rapproche plus d'une obligation. De par la visibilité qu'on a sur les flux, c'est ça? Oui, oui, oui. On peut penser que dans les 2 prochaines années, la fiscalité de la Française des Jeux ne changera pas. Mais à partir de 2022, on n'en sait rien. Enfin, ça peut arriver. Alors l'État, pour l'instant, pour éviter qu'il y ait un actionnaire dominant qui a en plus de ça les moyens de faire du lobbying auprès de Bercy pour modifier la fiscalité. Pour l'instant, l'État dit j'ai un droit de regard et personne ne peut prendre plus de 10% du capital sans mon autorisation. Enfin, imaginons qu'il y en ait 3 qui prennent allez, 15% chacun. Ils vont arriver à 45%. Ils pourraient très bien, en montant un tout petit peu dans 2 ans, se retrouver en position de force. Enfin, tous les scénarios sont envisageables, mais pour l'instant, je n'en vois pas qui soit défavorable à celui qui souscrirait. Parce que si dans 2-3 ans, la fiscalité change, c'est jackpot pour l'actionnaire. Si les choses restent en l'état, je pense que ça reste quelque chose de rentable. Donc le conseil de Philippe Béchade, c'est d'y aller. C'est d'y aller, oui. Alors, ceux qui aujourd'hui sont les plus vent debout contre la privatisation, finalement, c'est pas tant l'opposition ou des gens qui ont des objections sur l'histoire de cette addiction au jeu, c'est les exploitants de casinos. Parce que là, on va revenir aussi à quelque chose qui peut-être constituer une voie pour Française des Jeux, c'est de faire du casino en ligne, en quelque sorte, des machines à sous virtuelles. Et ça fait très peur aux casinotiers, parce que là, ça serait une concurrence directe. Donc ça veut dire que la Française des Jeux, il y a en plus de ça des potentialités éventuellement d'accroître encore le chiffre d'affaires en diversifiant l'offre. Il y a d'autres acteurs, je ne sais pas, à l'étranger, pour le coup, qui ont été mis en bourse, des qui ont de loterie nationale. Je ne sais pas, il faudra peut-être regarder ce que ça a donné sur une période récente pour voir si ça se comporte effectivement comme une obligation ou si ça a été rentable ou pas. Mais pardon, peut-être que je... Non, parce que je sais qu'il y a des loteries nationales, elles sont privées. Je ne sais pas si elles sont toutes cotées. Alors, s'il y en a une qui soutient une équipe de cyclistes au Tour de France... Mais pas de la taille de la Française des Jeux. Non. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est ouvert souscription à partir du 7 novembre et jusqu'au 20 pour les particuliers. On en reparlera tranquillement d'ici là quand on aura les valorisations. Merci beaucoup, Philippe. Bye.